Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et c'est l'atmosphère des prétoires que Franck Ferrand a choisi de recréer cet après-midi sur Europe 1. Bonjour cher Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Bon retour devrais-je vous dire. Je suis ravi de vous voir là à côté de nous. Je ne connais rien de plus noble, de plus exaltant, de plus terrifiant à la fois que cette mission inouïe qui consiste à devoir se lever devant une cour et un jury, je me place d'emblée dans le cadre des assises, pour prendre avec le plus de persuasion possible la défense d'un accusé quel qu'il soit. Les grandes plaidoiries des ténors du barreau n'en finissent pas de nous fasciner, et c'est peut-être parce que dans un monde où les mots, vous savez, ont tendance à perdre un peu de leur substance, ils sont souvent galvaudés, ils n'ont plus toujours tout leur sens, le public a bien conscience que les mots prononcés par le défenseur peuvent avoir encore de lourdes conséquences. Et pour évoquer les ténors du barreau, vous avez convoqué de grands témoins à la barre. Et oui, en effet, le journaliste Mathieu Aron, qu'on ne présente pas, a couvert de nombreuses affaires judiciaires, et donc il a entendu plaider les grands ténors de notre époque. Quant à Maître Henri Leclerc, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, il est lui-même un de ces ténors, et je suis très heureux qu'il ait accepté de venir nous parler de quelques-uns de ces grands aînés. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est une des expériences les plus extraordinaires de mon existence, je n'ai pas peur des mots. Au début de l'année 1988, je suis étudiant à Paris, à Sciences Po. Je rentre pour un week-end dans ma famille à Poitiers et mon frère, qui à l'époque est encore lycéen, me convainc de l'accompagner à l'une des premières audiences du procès qui passionne le pays à l'époque, celui des médecins de Poitiers. J'y vais par curiosité, disons-le, sans plus. On en est aux premières audiences de témoins. Il défile donc à la barre dans le cadre grandiose de l'immense salle du palais du duc de Berry, qui a été spécialement aménagée pour accueillir ce grand procès d'assises. Le président, d'un ton morne, fait à chaque fois des yeux le tour du prétoire. Vous savez comment ça se passe? Des questions, monsieur l'avocat général? Non, monsieur le président. Les parties civiles? Non. Les conseillers du professeur? Non, monsieur le président. Les avocats de la défense? Non, non, non. Maître Henri Leclerc? Ah oui, monsieur le président. L'avocat se lève sans hâte, il approche le micro de lui, mais il parle bas, d'une voix presque sans timbre et qui force les spectateurs très nombreux, massés dans la salle, à tendre l'oreille dans un silence soudain total. Puis la voix s'élève, le rythme s'accélère, la question vire à la mini-plaidoirie. « Question, question !» s'insurge le ministère public. « Oh, j'y viens !» assure Maître Leclerc. En fait, question, c'est un interrogatoire en règle qui attend la personne à la barre, un interrogatoire dont pas un des témoins à charge ne va sortir indemne. La précision des références, tout à fait incroyable, on est au numéro de paragraphe près. L'à propos de l'avocat, son sens de la formule, l'incroyable intensité dramatique avec laquelle il ponctue chacune de ses interventions. Tout ça me laisse, comme aujourd'hui encore, vous le voyez, sans voix. Quelle éloquence, quelle conviction. Au fond de moi, une petite voix me murmure que c'est ma vocation qui se dessine. Voilà ce que je voudrais faire un jour, me suis-je dit. Comme lorsqu'à la télévision, par ailleurs, je voyais Alain Decaux raconter de belles histoires. Il y en a un qui a eu peut-être plus d'influence que l'autre. En attendant, ma décision est prise. Je vais demander une dispense de cours afin de pouvoir assister à toutes les audiences de ce procès fascinant. Ça a été, je vous l'ai dit, une expérience ineffable. À la fin, après 3 bonnes semaines d'un feuilleton au rebondissement digne des meilleures séries anglo-saxonnes, viendra le temps du réquisitoire et bien sûr celui des plaidoiries, nombreuses, plus ou moins brillantes. La dernière est évidemment pour Maître Leclerc. Alors ce matin-là, je me suis levé très très tôt, à 4 heures du matin, pour être certain d'avoir une petite place dans ce vaste auditoire. Je fais la queue des heures durant sur les marches du palais. L'audience doit reprendre à midi. Et sur le coup de 10h, et puis de plus en plus, à partir de 10h30, 11h, je vois arriver de partout dans leur robe noire à rabat blanc de jeunes avocats venus écouter plaider le maître. Ils sont des dizaines. Certains ont fait de longs voyages pour être là. Statutairement, ils sont prioritaires, donc eux, on les fait entrer directement dans la salle. Avec angoisse, je les vois donc s'engouffrer dans la porte à tambour. Ils sont si nombreux, il n'y aura bientôt plus de place.
Plus qu'une centaine de places, répond un planton que j'interroge anxieux. Plus que 50, plus qu'une douzaine. Et ce jour-là, la salle étant archi-comble, le public sans invitation ni statut dont je fais partie devra rester dehors. Terrible frustration, je vais manquer les 4h30, presque 5 heures de plaidoirie de Maître Henri Leclerc. Brillante plaidoirie sans aucun doute et qui devait aboutir au cœur de la nuit suivante à l'acquittement général des accusés. Ce qui est certain, c'est qu'à compter de ce jour, les grands avocats et leur art de persuader ne cesseront plus de me hanter. Maître de Morogia-Ferry, Maître Henri Robert, Maître Floriot, Maître Maurice Garçon, Maître Isorni et quelques autres plus récents, ce sont eux que je vous propose de retrouver maintenant, en compagnie, exactement 25 ans après Poitiers, de Maître Henri Leclerc qui est là avec nous. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et avec nos invités aujourd'hui sur Europe 1, Mathieu Aron, qui est journaliste spécialisé dans la couverture des grandes enquêtes criminelles et judiciaires, auteur des grandes plaidoiries des ténors du barreau, Quand les mots peuvent tout changer, 2 tomes disponibles aux éditions Jacob Duvernay. Et avec nous également Maître Henri Leclerc, avocat, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, Franck. Bonjour à tous les deux, merci beaucoup d'être ici. Alors, cette expérience que j'ai vécue en écoutant sans savoir qui il était à l'époque, en entendant Maître Leclerc dans ses œuvres, vous l'avez vécu vous aussi, Mathieu Aron, un petit peu plus tard, en 93. Oui, 5 années plus tard, et c'était en tant que journaliste, par le hasard de la vie, le premier procès auquel j'avais la chance d'assister. Procès extraordinaire, effectivement, où il y avait 2 accusés. Maître Henri Leclerc défendait l'un d'entre eux qui pour Henri Leclerc était innocent, même si cet homme risquait la perpétuité parce qu'il était accusé d'avoir tué et violé une fillette. C'est l'affaire dite de la petite Céline. Cet accusé, c'est Richard Roman, qui comparaissait donc avec, c'est ce que disait l'accusation, un complice, 2 hommes que toute la presse accusait, que tout le système judiciaire accusait. Et durant le procès, Maître Henri Leclerc a fait un travail incroyable, un petit peu comme vous le racontiez tout à l'heure dans le procès Diallo, où il a, jour après jour, réussi à mettre à bas toutes les charges de l'accusation dans des scènes assez incroyables. Et puis il y a eu ce moment qui est la plaidoirie finale. Et le souvenir que j'en ai, c'est que moi, j'étais en train de prendre des notes. Vous y avez assisté. Voilà, moi, j'ai pu y assister parce que j'avais le droit d'y assister, parce que j'étais journaliste. Je dirais le devoir professionnel d'y assister. J'étais en train de prendre des notes pour rendre compte ensuite de cette plaidoirie. Puis à un moment donné, j'ai même dû arrêter d'écrire, tellement il y avait de force, tellement d'émotion. Et là, j'ai refermé le calepin et j'ai tout simplement écouté. Et ça reste le plus grand moment des larmes. Voilà, complètement. C'était un moment d'émotion pure, si on peut le dire comme ça. Alors, les plaidoiries, c'est le sujet central de ces 2 volumes que vous publiez donc chez Jacob Duvernay. Nous allons venir à la plaidoirie elle-même, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le travail, et je crois que le terme presque étymologiquement est le bon, le travail de l'avocat ne se limite pas, ne se borne pas, loin s'en faut, à la plaidoirie. Il faut pendant toute la durée des débats constamment contrer et faire avancer une vérité, Maître Leclerc. Oh, bien entendu, c'est la règle, c'est le b.a.-ba, c'est la règle générale. Il arrive quelquefois d'ailleurs, en fonction des affaires, chaque affaire a sa logique propre, il arrive quelquefois qu'au contraire il ne faille rien faire. Ah oui. Il arrive quelquefois qu'il ne faille rien faire et qu'il faille attendre la plaidoirie. C'est assez rare, mais cela peut arriver selon les circonstances, selon la nature du dossier. Mais en règle générale, il est évident que le problème, c'est que la plaidoirie est un acte final, et il est très rare qu'une plaidoirie à elle seule retourne une conviction qui est déjà installée. C'est la raison pour laquelle il faut ébranler la conviction quand on est dans une affaire d'assises. Parlons essentiellement de celle-là. Quand on est dans une affaire d'assises, le dossier est mâché. Le dossier a été fait à l'instruction. Vous avez un arrêt de renvoi qui met déjà en cause les gens de façon qu'on le dit au début de l'audience, qui est donc terrible. Et vous avez des magistrats qui ont lu le dossier, qui ont souvent pris une conviction déjà en lisant le dossier. Et donc à ce moment-là, le problème, c'est d'ébranler les certitudes et de montrer que tout n'est pas aussi simple que tout le monde le croyait. Faire peu à peu vaciller l'édifice. Et peut-être faire vaciller les certitudes, c'est-à-dire que vous avez un témoin, tout le monde dit c'est extraordinaire, vous voyez l'arrêt de renvoi, il y a ce témoin qui est implacable, etc. Mais vous, en étudiant le dossier, mais ça c'est un travail difficile, je dirais presque que c'est un travail d'entomologiste. Il faut prendre la loupe et voir tout est disséqué, dans le moindre détail. Et à ce moment-là,
vous prenez le témoin au piège de ses contradictions et vous le mettez dans une situation où il est même quelquefois obligé de reconnaître qu'il n'a pas dit la vérité. Et à ce moment-là, les certitudes se bougent. Et quelle que soit l'horreur du crime, parce que c'est horrible quelquefois, nous avons des crimes effrayants, quelle que soit l'horreur du crime, on a à ce moment-là, au moins au niveau de l'explication, de la raison, gagné. Et puis la plaidoirie vient alors avec la rhétorique ponctuer les choses, avec des méthodes particulières. C'est un instant, la plaidoirie. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, on a souvent le texte de ces plaidoiries, certaines plaidoiries historiques. Rarement le texte. On peut vous savez, moi je n'ai pas de plaidoirie écrite. Ah oui. Moi je plaide quasiment avec très peu de notes. Je n'ai pas de plaidoirie écrite, et donc c'est un art éphémère. C'est-à-dire que quand vous avez fini l'éloquence judiciaire, il ne reste rien. Il ne reste rien que quelques mots des journalistes. Quelquefois, on a la chance, ce que nous avons eu dans l'affaire Courgeot, parce que Mathieu Aron a trouvé les gens qui avaient pris la plaidoirie en pratiquement in extenso. Quelquefois, on peut donc la reconstituer, puisqu'elle a été notée, mais c'est très rare. C'est très rare. Il n'y a que quelques notes de journalistes et c'est tout. Nous parlerons tout à l'heure de Maître Maurice Garçon qui lui avait fait de la plaidoirie un genre littéraire, littéralement. Ça c'est encore autre chose. Bien entendu. Parce que bien entendu, il s'agit d'un exercice de rhétorique qui obéit à un certain nombre de règles. Mais chacun a son caractère, son tempérament. Vous savez, j'ai longtemps réfléchi à ça. L'éloquence judiciaire, Maurice Garçon a écrit un livre très très bien fait. Et les règles de la rhétorique, les règles classiques de la rhétorique, auquel peut réfléchir celui qui écrit sa plaidoirie. Curieusement, je me suis aperçu en lisant les Grecs à ce sujet, et les Romains d'ailleurs, que instinctivement, nous reprenions les règles fondamentales de la rhétorique. Et ça, c'est extraordinaire. Je peux vous dire. Il y a des figures qui s'imposent toujours. Les trois règles fondamentales de la rhétorique, c'est ce que disent les Grecs, c'est l'éthos, le logos et le pathos. Alors, l'éthos, c'est la séduction, le logos, c'est la conviction, c'est la raison, et le pathos, c'est l'émotion. Eh bien, curieusement, je me suis aperçu effectivement que toute plaidoirie, même improvisée, répond à ces trois logiques. Un cours d'éloquence signé Maître Henri Leclerc sur Europe 1 cet après-midi. Franck Ferrand sur Europe 1. Je vous rappelle que cet après-midi sur Europe 1, nous nous intéressons au ténor du barreau, Franck. Et oui, en compagnie de Maître Henri Leclerc et de Mathieu Aron, qui a entendu tellement de ces grandes plaidoiries dont il a fait, j'allais dire un livre, on peut même dire 2 livres, les grandes plaidoiries des ténors du barreau, quand les mots peuvent tout changer, c'est aux éditions Jacob Duvernay. Alors, Maître Leclerc nous disait à l'instant que les fondements même de l'éloquence judiciaire n'ont guère bougé depuis des siècles et qu'il y a toujours ces 3 grandes composantes que sont l'éthos, le logos et le pathos. En fait, pathos, c'est-à-dire de dramatisation, d'émotion, de jeu sur les émotions. Le grand comédien Rému nous a donné une leçon dans ce film resté célèbre, vous savez, avec un scénario de Georges Simenon, Les Inconnus dans la maison. Voici la plaidoirie, en tout cas le début de la plaidoirie de Rému dans ce film. Monsieur le Président, je vous supplie de m'entendre. Voilà 20 ans que je n'avais pas mis les pieds au palais. Si hier matin, j'ai bousculé tous mes placards pour retrouver ma robe, si j'ai repris ma place à ce banc, ce n'est pas pour me laisser arrêter dans ma tâche par de vaines considérations de respectabilité bourgeoise. Je ne cherche pas le scandale, quoi qu'en pense monsieur l'avocat général. Mais je ne l'éviterai pas non plus s'il doit m'aider à faire jaillir la vérité devant vous, mais pas cette vérité bien mise, bien attifée, qui se rend aux invitations formulées dans les règles. La vérité toute nue, qui sort du bain, comme une belle garce qu'elle est, quitte à étabusser un peu autour d'elle. Ah, ça colle des frissons, évidemment. Quelle leçon, Henri Leclerc. Hein, magnifique. Moi, vous savez, ce film, et je l'ai vu 10 fois, 20 fois, et je suis toujours bouleversé par cette plaidoirie extraordinaire. Il y a je ne sais plus, 300 bistrots, je sais, je les ai tous faits. Non, c'est magnifique. Il y a des cinéastes qui se sont... Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est ça, c'est-à-dire porter quelque chose que nous faisons comme ça, mais porté en plus par un grand acteur qui a donc pénétré l'art de la plaidoirie de l'intérieur. Il y a eu un véritable genre cinématographique avec Cayatte, évidemment, en France, avec Sidney Lumet aux États-Unis, qui a tendance un peu à se perdre aujourd'hui, ou en tout cas à se diluer dans un grand nombre de séries télé, peut-être. Moi, voilà, des séries télé aux États-Unis, on en a quand même beaucoup. Il y a beaucoup de séries télé qui
semaine Ah oui, les il y en a même une procès quantité, américains. oui. Mais l'éloquence a moins d'importance dans le procès américain que dans le procès français. Oui, parce que c'est évident. beaucoup plus formalisé. Hein. La place du verbe est nettement moins grande. Quoique. Alors, ce qui est fascinant, bien entendu, dans cette plaidoirie qu'on vient d'entendre, incarnée par Rému, c'est qu'on est en présence d'un de ces grands avocats de la Troisième République. Il ne faut pas oublier le rôle qu'ont eu les avocats, on va dire, en gros, depuis la Révolution française, sous la Révolution déjà, hein, puisqu'ils étaient vraiment très nombreux, tous quasiment, Mirabeau, Danton, Robespierre, enfin bon, mais aussi et surtout à partir du milieu du 19e siècle. Mathieu Aron. Ce qui est assez fascinant, c'est qu'il existe à Paris un concours d'éloquence qui s'appelle la conférence du stage. Chaque année, les 12 jeunes avocats les plus brillants sont ainsi sélectionnés. Ce sont généralement de grands orateurs. Et ainsi, chaque année, donc, il y a une petite sélection. À l'époque dont vous parlez, cette conférence du stage a un poids politique qui est loin d'être négligeable. Parce que quand on regarde, on s'aperçoit que de grands hommes politiques, des présidents du Conseil, sont issus de cette conférence du stage. Si j'osais, je ferais peut-être une petite comparaison. C'est un peu l'ENA de l'époque. C'est ça, oui. Voilà, l'ENA de l'époque, c'est une élite qui ainsi va être constituée avec des avocats très brillants, mais aussi des hommes politiques. Et parmi les grands ténors du barreau de cette époque, souvent on retrouve des avocats qui vont avoir un rôle politique non négligeable, qu'on va retrouver secrétaire d'État ou député. Alors, au tournant des années 1900, évidemment, la rhétorique a évolué, les affaires sont devenues peut-être un peu plus pointues, un peu moins, on jouait peut-être justement un peu moins sur le pathos. Celui qui, le premier, a développé la partie logos, a développé la raison, la démonstration devant le jury, c'est évidemment Maître Henri Robert, qui a été le grand avocat des années 1900, disons dans l'entre-deux-guerres, juste après la Première Guerre mondiale. Il avait néanmoins, il obéissait néanmoins à une certaine... on va dire à certaines formes. On a fait une émission sur Sacha Guitry avant-hier, on voit dans ce très beau documentaire de Sacha Guitry qui s'appelle Ceux de chez nous, une plaidoirie de Maître Henri Robert. Alors il se démène, on le voit, à un moment il jette carrément ses papiers pour faire impression. Et les papiers en question annoncent le conférencier, en l'occurrence Sacha Guitry, ce n'était que le carnet de recettes de sa cuisinière en fait. Mais il y a donc bien comme une sorte de ballet, une sorte de chorégraphie du prétoire évidemment. Ah effectivement, même si effectivement, je crois, l'art oratoire a pas mal évolué ces 50 ou 60 dernières années. Vous parliez de Maître Robert. Maître Robert est probablement l'un des premiers avocats qui va moins utiliser le principe, par exemple, des citations en latin, qui était très classique à l'époque et qui, avec lui, va devenir moins fréquent. Et que les jurys comprenaient de moins en moins. Voilà, mais il n'en reste pas moins que l'éloquence va durer et durer. Et à l'époque, il est à peu près certain qu'un certain nombre d'avocats écrivent plus leur plaidoirie qu'aujourd'hui, où on est plus dans le cadre d'une forme d'improvisation, sur la base bien sûr de notes d'audience, où l'avocat va peut-être essayer d'établir un lien plus direct avec les jurés, va quelque part essayer d'être dans une forme de conversation avec eux qu'à l'époque. Alors, un des grands contemporains de Maître Henri Robert, c'est Maître de Moreau-Giafferi, qui a vraiment plaidé dans quasiment toutes les grandes affaires de cette période de la Troisième République. Vous l'avez connu, vous, un tout petit peu. Alors, moi, j'ai connu Moreau-Giafferi, d'abord, parce qu'on en parlait lorsque j'étais étudiant, déjà, c'était tard. Et je sais que quand je suis arrivé au Palais en 1950, fin de 55, je suis allé l'écouter plaider. Et je le trouvais... tout le monde me le disait, tu sais, il est vieux, c'est plus long. Enfin, je trouvais quand même que les périodes étaient magnifiques. Et je disais, mais il est quand même trop vieux. Bon, il avait exactement mon âge aujourd'hui. et il est mort en allant plaider au Mans dans le train. Même Moreau-Giafferi, alors, est un orateur prodigieux. C'est un peu le contraire d'Henri Robert. Parce qu'alors, lui, véritablement, c'est la voix, c'est la cascade, c'est des formules improvisées extraordinaires. Il y en a une que nous répétons tous à Sassier, c'est celle qu'il a fait dans le procès Dieudonné. Attention, Dieudonné, c'est la bande à Bonneau, il a 20 ans, Moreau-Giafferi, il a 22, 23 ans. C'est sur l'opinion publique, et c'est extraordinaire. L'opinion publique, chassez-la, cette prostituée, cette intruse qui prend le juge par la main, c'est elle qui donnait des clous au bourreau du Golgotha, c'est elle qui applaudissait au massacre de septembre, c'est elle encore, un siècle après, qui perçait du bout de son ombrelle les yeux des communards blessés. Improvisé, c'est formidable.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Nous recréons l'atmosphère des prétoires sur Europe 1. Nous parlons des ténors du barreau. D'ailleurs, si vous avez des questions et des réactions, vous pouvez les poster sur la page Facebook d'Au cœur de l'histoire ou nous écrire sur europe1.fr, Franck. Alors nous venons de voir en quelque sorte deux formes possibles de la plaidoirie avec Maître de Moreau Giaferi et Maître Henri Robert. Plus tard, on va dire 30 ans plus tard, on a de nouveau deux personnalités qui vont être très différentes. C'est René Floriot d'un côté et Maurice Garçon dont on a dit un mot tout à l'heure. Maurice Garçon, beaucoup plus sur la réserve. Ah oui, alors, je les ai bien connus tous les deux. Bon, j'étais jeune par rapport à eux, mais je les ai quand même bien connus. J'ai plaidé avec Floriot dans certaines affaires. Et il faudrait raconter des histoires à non plus finir. Mais Maurice Garçon, je suis allé lui rendre visite. Alors, Maurice Garçon était un seigneur. C'était un littéraire, un homme très cultivé, un homme qui était le fils d'un professeur de droit célèbre. Il était devenu académicien. Alors, il est lui-même devenu académicien à la Libération, là, quand on en a nommé beaucoup. La Fournée de 46. Et 46. Et Maurice Garçon, c'est un homme qui plaide comme un livre. Et moi, j'ai entendu, je n'étais pas encore avocat, mais j'ai entendu la plaidoirie de Maurice Garçon pour la famille le Bourbon-Parme, authentique descendant de Louis XIV, contre la famille Bourbon-Nondorf, qui étaient les descendants d'un aventurier qui s'était fait passer pour Louis XVII. Et c'est extraordinaire, j'ai entendu cette plaidoirie qui a duré toute une journée. Il plaidait sans notes. Et extraordinaire. Et il a sorti un livre un mois après. Et le livre, c'était la plaidoirie que j'avais entendue mot à mot. C'est-à-dire que sa plaidoirie était écrite. C'était un personnage. Alors, il a eu des acquittements nombreux. L'affaire Marty, il a plaidé pour René Hardy, qui était accusé d'avoir livré Jean Moulin. C'était un grand avocat, un grand penseur du droit, un penseur de l'éloquence, et un avocat d'une élégance, d'une intelligence absolument remarquable. Et alors, Floriot, c'est plutôt la gouaille. C'est l'inverse. Floriot, c'est l'inverse. Floriot est un bonimenteur, mais alors un bonimenteur de génie. C'est un homme qui a, bon, pour tout vous dire, nous ne l'aimions pas tous tellement, nous l'admirions, mais il était très souvent partie civile, contre des clientes de garçons dans l'affaire Marty. Et il était implacable. Ses dossiers étaient admirablement préparés, il avait une équipe, une véritable armée de collaborateurs, et vraiment, la façon dont il interrogeait les témoins avec une certaine vulgarité, une gouaille extraordinaire, alors il avait des résultats prodigieux, c'était devenu un avocat fabuleusement riche avec son chauffeur. Et Floriot était un avocat d'une efficacité redoutable. Bon, il a échoué pour Petiot. Oui. Mais Petiot, c'était un criminel, un serial killer abominable qui pendant la guerre avait tué des... Et j'ai rencontré moi un jour le président qui avait plaidé l'affaire Petiot. Et il y avait, je crois, 17 ou 20 morts qu'il avait tués. Et le président m'a dit, quand le jury s'est délibéré, on a pris chacun un à un. Et on les a, les uns après les autres, on a dit non, là, il n'est pas coupable. Là, il n'est pas coupable. Donc, Floriot nous a convaincus 20 fois. Et après, m'a dit le président, mais à ce moment-là, on a dit 20 fois innocent, c'est trop, et on l'a condamné à mort. Ah, c'est quand même extraordinaire. Mais c'est un avocat. Il avait cette formule, Maître Floriot, il disait, il allait dans le sens soit des parties civiles, soit du ministère public lorsqu'il était à la Défense, et il finissait en disant, il n'y a qu'un malheur. Il n'y a qu'un malheur. Et alors, évidemment, nous qui étions là, soit qu'on plaide pour des petits comparses, soit qu'on soit en face de lui, bien entendu, on l'attendait et on pouffait de rire quand il disait « il n'y a qu'un malheur ». Alors, tout le monde attendait ça, finalement, oui, bien sûr, cette formule. Voilà, justement, Maître Floriot, au micro d'Europe 1, c'est une archive de la maison. Je ne crois pas à l'exemplarité de la peine de mort, et je m'explique. Autant je reste convaincu de l'exemplarité de toutes les peines, même les plus légères, lorsqu'il s'agit de gens timorés, qui commettraient volontiers un délit, voire même un crime, mais qui reculent devant la crainte du châtiment, autant je pense que les peines les plus graves, y compris la peine capitale, n'intimident pas les grands criminels. La raison en est très simple. Ces grands criminels sont toujours persuadés qu'ils ne seront jamais pris. Et ils ne pensent pas plus à la peine de mort qu'à la réclusion criminelle, fût-elle à perpétuité. Il est donc vain de croire à l'exemplarité de la peine capitale. Ainsi, vous le voyez, s'écroule le seul argument sérieux des partisans de cette peine. Cette formulation... Il n'hésitait pas, lui, quand il était partie civile.
disait dans cette affaire, je demande la peine de mort. Oui. Ce qu'un avocat en principe ne fait jamais, mais qu'il faisait. Lui, ça ne le dérangeait pas. C'était en novembre 69, donc sur Europe 1, René Floriot. Vous avez évidemment, alors vous parlez beaucoup de plaidoiries récentes et de ténors actuels dans votre ouvrage, Mathieu Harron, mais évidemment, vous faites une place à un certain nombre de plaidoiries historiques, et la plus célèbre peut-être en France pour ce qui est du XXe siècle, c'est la plaidoirie de défense du maréchal Pétain par Jacques Izorni. Jacques Izorni, grand avocat, et qui à l'époque où il va défendre le maréchal Pétain, n'a que 34 ans. Le maréchal Pétain, d'ailleurs, on lui avait proposé d'abord un autre avocat, qui était Mauro Giaferi, dont on parlait tout à l'heure. Sauf que Mauro Giaferi avait, bien des années plus tôt, défendu Landru, et que le maréchal Pétain refusait d'être défendu par l'avocat qui avait lui-même défendu Landru. Et effectivement, Jacques Izorni a 34 ans. Il va, à cette époque, faire une plaidoirie qui va marquer tous les gens qui l'ont écouté. Il incarnait une forme de romantisme à l'époque. Effectivement, ce jeune homme élancé avec cette grande mèche qui va faire une plaidoirie, pour ceux qui l'ont entendu, absolument sublime. Cela n'empêchera pas, bien évidemment, que le maréchal Pétain soit condamné. Suite à ça, je crois que Jacques Izorni a toujours gardé ça en mémoire, puisque des années durant, il a essayé de réhabiliter la mémoire du maréchal Pétain. Ça a été un combat de sa vie, mais ce procès reste un immense procès. Vraiment, là, c'était un grand orateur. On avait affaire à... Je l'ai connu, Jacques Izorni, j'ai plaidé avec lui certaines affaires. Et bon, c'était un homme... Nous ne partagions pas tout à fait les mêmes idées politiques, mais c'était un homme que j'admirais beaucoup. D'abord parce qu'il était d'une très grande générosité, je dirais d'une générosité, mais d'une générosité de caractère surtout. Et alors, il y avait quand il défendait quelqu'un, ce lyrisme, cette phrase musicale avec un contenu. Mais c'était un personnage tout à fait remarquable. Enfin. C'est un art, la plaidoirie. Ah oui, mais je crois que c'est un art, mais c'est un art que chacun mène selon son tempérament. Et la plaidoirie musicale et lyrique, romantique de Jacques Izorni n'est pas la plaidoirie de Butler de René Floriot, ni la plaidoirie littéraire de Maurice Garçon. Voilà. Je crois que chacun, et c'est un art intéressant parce que chacun se livre avec le fond de sa personnalité dans la plaidoirie. C'est un art improvisé, c'est un art immédiat, éphémère, etc., où il faut convaincre très vite. Et qui vise-t-on ? On vise la cour, on vise le jury, on vise le public ? C'est justement un des problèmes. C'est-à-dire qu'en apprenant le métier, on sait qu'on a plaidé devant les deux. C'est-à-dire devant un jury populaire et une cour qui a beaucoup d'influence sur le jury populaire, puisqu'ils vont siéger ensemble. Et donc il faut à la fois, et c'est je crois ce qui permet de ne jamais oublier, quand on sombre dans le pathos, que le logos est nécessaire. Et il n'y a de bonnes plaidoiries que si la démonstration est totalement rigoureuse. Le reste, c'est les agréments, c'est la cerise sur le gâteau. L'un des plus célèbres exemples qu'on ait d'une plaidoirie comme ça, parfaitement implacable et rigoureuse, c'est la plaidoirie de Chauveau-Lagarde au moment du procès de Marie-Antoinette. Je vais vous raconter ça, si vous voulez, dans un instant. Europe 1. Le récit de Franck Ferrand. Le récit de Franck qui s'intéresse maintenant sur Europe 1 à la plaidoirie de Chauveau-Lagarde. Et oui, Chauveau-Lagarde. Alors, il faut imaginer un peu le genre de personnage, ce Claude François Chauveau-Lagarde, qui était d'une origine relativement modeste, en tout cas pour l'époque, pour la société d'Ancien Régime. Son père était barbier à Chartres. C'était un homme de cœur, avec une véritable générosité. On dit qu'il était toujours accueillant, qu'il envisageait la vie du bon côté. Il avait beaucoup on connaît ses traits d'esprit, puisqu'il était, l'humour faisait directement partie de sa façon de défendre, en tout cas les causes, j'allais dire secondaires, il n'y a peut-être pas de cause secondaire, pas les grands procès politiques dont je vais vous parler à l'instant, bien entendu. Il a déjà eu l'occasion, au moment où il va sortir de l'ombre, il a 37 ans, en 1793, au moment où il devient l'avocat de Charlotte Corday, à ce moment-là, il a déjà eu l'occasion de défendre un certain nombre de prévenus importants. Je pense au général Miranda, notamment, qui avait été accusé de trahison par Dumouriez. Il devait aussi défendre son pays, si je puis dire, c'est-à-dire son compatriote Jacques-Pierre Brissot, qui était chef des Girondins, mais
il ne savait pas qu'il allait devoir défendre Charlotte Corday. En vérité, il est venu, j'allais dire par hasard, attiré par la curiosité le 17 juillet 1793 pour entendre ce qu'avait à dire cette Charlotte Corday. Et c'est le président du tribunal qui se tourne vers lui et qui lui dit « Le tribunal vous nomme d'office pour défenseur le citoyen Chauveau-Lagarde ». Alors Charlotte Corday se tourne vers ce Chauveau-Lagarde qu'elle n'a jamais vu et lui comprend qu'il va devoir officier. Alors, dans des circonstances extrêmement difficiles, que voulez-vous faire face à un tribunal révolutionnaire outré de l'assassinat de Marat? On est en face d'un crime qui ne peut pas être nié, évidemment, devant témoins. Et alors on est en face surtout d'une accusée qui elle-même réclame la mort. Que faire dans ces circonstances? On a conseillé à Chauveau-Lagarde, il a eu très peu de temps, il a eu quelques minutes pour se retourner. On lui a conseillé de plaider la folie, c'est ce qu'on peut faire dans ce genre de cas. Et effectivement, c'est un peu ce qu'il va faire. Il va plaider en tout cas le fanatisme, l'exaltation. Il va essayer de faire passer Charlotte Corday pour ce qu'on appellera plus tard une hystérique, si vous voulez. Évidemment, sans aucun effet. Mais cette prestation relativement modérée devant le tribunal révolutionnaire va désigner directement Chauveau-Lagarde pour devenir le défenseur de Marie-Antoinette. Alors là, c'est une autre affaire, bien entendu. Il s'agit de défendre. On a eu, avec Louis XVI, quelques mois plus tôt, on a eu affaire à un véritable procès politique mené dans les règles de l'art, Malesherbes étant l'un des principaux défenseurs de Louis XVI. Dans le cas de Marie-Antoinette, c'est très différent. Marie-Antoinette est jugée, j'allais dire quasiment à la va-vite, sur un réquisitoire terrible de Fouquier-Tinville. Il faut dire que l'acte d'accusation était déjà en soi une forme de réquisitoire, et l'on accuse la reine essentiellement de deux choses. La reine, l'ancienne reine, on veut la condamner à mort pour trahison, pour intelligence avec l'ennemi, puisqu'après tout, elle a correspondu en temps de guerre avec sa famille en Autriche, et puis on veut aussi la condamner pour dilapidation des finances dans la même période de guerre. Ça, c'est évidemment un chef d'inculpation beaucoup plus populaire dans cette période révolutionnaire. Eh bien, on verra dans cette affaire, Chauveau-Lagarde reprendre un à un les arguments de l'accusation et les démonter. Il n'y a aucune trace de la prétendue correspondance politique de la reine, dit-il, et beaucoup moins encore de la prétendue communication qu'elle a faite de nos plans de campagne à ce qu'on appelait nos ennemis. Aucune lettre, aucun écrit, aucun témoignage n'a été présenté à ce sujet au tribunal. Ce qui est un peu ironique, c'est que depuis, les historiens en ont trouvé des preuves et des lettres et des plans. Mais à l'époque, c'est vrai qu'on n'en avait pas présenté. Surtout, Chauveau-Lagarde va nier la dilapidation supposée des finances, car encore une fois, c'est le chef sur lequel Fouquier-Tinville a le plus insisté. Selon le défenseur, c'est l'accusation la plus dénuée non seulement de preuves mais de fondement. Cette accusation, dit-il, ne repose que sur la propre déclaration de l'accusateur public et sur un absurde oui-dire de la femme Milot, qui est un des témoins qu'on avait trouvé pour la circonstance. Comment peut-on tenir compte de la déclaration de cette femme à laquelle se serait confié un comte de Coigny, cette personne portant en réalité le titre de duc, alors que M. de Coigny ne la connaissait absolument pas? Est-il pensable que le duc ait fait une telle confidence au terme de laquelle la reine aurait envoyé 1 million à son frère, qu'il ait fait une telle confidence à une domestique? Et je tiens à rappeler, ajoute Chauveau-Lagarde, que nul n'a pu présenter au tribunal le fameux bon de 80 ou 60 000 livres portant la signature de la reine. La seule preuve que nous ayons de son existence est l'affirmation du citoyen Fouquier-Tinville ici présent, qui dit l'avoir vu lui-même. Alors, citoyen juge, comment peut-on accepter que Fouquier-Tinville soit en même temps l'accusateur et le témoin? Il deviendrait de fait l'assassin des accusés. Vous imaginez accuser ainsi l'accusateur public, ça fait beaucoup de remous dans la salle. Fouquier-Tinville fronce les sourcils, mais Chauveau ne se laisse pas décourager. Je crois avoir tenu l'engagement de montrer, conclut-il, et jusqu'à l'évidence, que rien ne pouvait égaler l'apparente gravité de l'accusation, si ce n'était peut-être la ridicule nullité des preuves. Il achève, c'est une plaidoirie qui quand même a duré 2 heures dans des conditions extrêmement difficiles. Il s'est mis en danger dans cette affaire. On passe ensuite la parole à Tronçon du Coudray. Alors ça, c'était pas une bonne idée parce que lui, il était loin d'être un bon orateur et il va un peu
Il va un peu casser l'effet qu'avait obtenu Chauveau-Lagarde. Et quand Chauveau-Lagarde se rapproche de la reine pour venir s'asseoir, avant qu'on ne l'emmène au greffe sous bonne garde, parce qu'il va être surveillé par 2 gendarmes jusqu'au prononcé du verdict, au moment où il se rapproche, la reine lui dit « Combien vous devez être fatigué, monsieur Chauveau-Lagarde, je suis bien sensible à toutes vos peines. » Évidemment, vous savez bien que ça n'aura aucun effet sur la décision du tribunal révolutionnaire. Tout ça a été jugé d'avance. Alors, par la suite, Chauveau-Lagarde sera vraiment inquiété pendant la Terreur. Il va devoir aller se réfugier dans sa région, du côté de Chartres. Et puis, il reparaîtra à la fin du Directoire. Il continuera ses plaidoiries sous le Consulat et sous l'Empire. Et bien sûr, à la Restauration, il devient une sorte de héros national. Il est celui qui a défendu Marie-Antoinette. Mais il profitera de la popularité et de la réputation que lui auront apporté ses bons offices de la Révolution pour défendre à ce moment-là des bonapartistes, des libéraux, toutes sortes de personnes qui n'étaient pas bien vues par le régime de la Restauration. Il ne mourra qu'en 1841, toujours heureux, toujours généreux, finalement une belle figure, ce Chauveau-Lagarde. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et nous sommes précisément sur Europe 1 au cœur de l'histoire des ténors du barreau, Franck. Et oui, alors là, nous avions affaire à un très ancien ténor, ce Chauveau-Lagarde, qui était une figure aimable, disais-je, maître Henri Leclerc. Oh, c'était un personnage assez extraordinaire. Il n'était d'ailleurs pas avocat. Il était défenseur officieux, puisqu'on avait supprimé avec la loi Le Chapelier les ordres d'avocats et les avocats eux-mêmes. Et jusqu'aux lois de Prairial, il a vraiment fait son travail et il a été remarquable en particulier dans la défense de Marie-Antoinette, même si sa défense de Charlotte Corday est improvisée. Il y a l'ordre des avocats a acquis le dossier de Chauveau-Lagarde que j'ai vu. Et c'est assez extraordinaire parce qu'on voit très bien la précipitation dans laquelle il est obligé de travailler. Et alors au début, il écrit, donc tout le début de sa plaidoirie est écrit. Et puis petit à petit, c'est des mots, puis c'est de plus en plus illisible. Et on voit très bien qu'à la fin, il dit, je me débrouillerai avec 3 mots, etc. C'est un personnage extraordinaire et vraiment un très très grand avocat et très courageux. Il a été en prison à Chartres, il a été libéré par le 9 Thermidor. C'est quand même un type très courageux. Il a su se faire tout petit pendant son incarcération. Oui, c'était pas le moment de se faire trop remarquer. Non, mais il y a eu une véritable défense de Marie-Antoinette, ça c'est sûr. Elle était peut-être un peu désespérée. Alors que la défense de Malesherbes pour Louis XVI était peut-être moins efficace, disons. C'est-à-dire Louis XVI n'était pas un avocat d'abord. Non, d'abord, c'est ça. Louis XVI était un magistrat. Malesherbes, oui. Malesherbes était pour cause, dans un procès politique. Oui. Il faisait partie des Lumières. Enfin, c'est un homme très progressiste qui s'était battu contre Louis XV au moment de la réforme Maupoux, etc. Et qui a offert ses services il était très âgé aussi, il a offert ses services à Louis XVI, qui disait Monsieur, je vous remercie du sacrifice que vous faites, vous me sauvez, bien que vous mettez en cause votre vie sans pour autant pouvoir sauver la mienne, comme ça. Bon, mais alors il a rien compris. Ah non, il a rien compris. Il y en a un qui a compris un peu, c'est Renaud de XVI. Moi, j'ai lu tout ce qui était. Michelet en parle très très bien d'ailleurs. Il a rien compris. Et pour lui, c'était impensable. Il n'a pas compris que c'était pas du tout un jugement, que c'était un acte politique qu'explique très bien Robespierre d'ailleurs, en invoquant la raison d'État, en disant faut le tuer pour la raison d'État, puis c'est tout. Mais il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il a fait ce qu'il a pu. Il s'est perdu dans le cas d'espèce. Il s'est perdu dans le cas d'espèce. Il a défendu Louis XVI comme on aurait défendu un pauvre assassin de trottoir. Enfin, c'est stupide. Il n'a pas compris. Ce grand homme n'a pas compris la situation. Pour lui, c'était impensable, cette assemblée constituante qui jugeait. Nous avons dit à quel point certains de ces grands avocats ont été de grands politiques. C'est encore le cas, mais de moins en moins aujourd'hui, Mathieu Aron. Alors évidemment, Robert Badinter, Maître Kiechman ont été évidemment des gardes des Sceaux. Mais les avocats se mêlent peut-être un peu moins de politique, quoique, on a quelques exemples récents du contraire. Oui, il y a toujours des exemples récents. Alors vous avez cité Robert Badinter qui incarne le symbole de l'avocat, celui qui va se battre toute sa vie pour faire abolir la peine de mort et qui va y arriver. D'ailleurs, le discours qu'il prononcera en 1981 devant l'Assemblée nationale et plus qu'un discours politique, c'est une plaidoirie. C'est une véritable plaidoirie pour l'abolition de la peine de mort. Vous parlez de Maître Kiechman, qui lui aussi a été secrétaire d'État en charge de la justice. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des avocats qui vont s'investir aussi dans
dans d'autres grandes causes qui sont peut-être des grandes questions sociales, de grandes questions, des grands problèmes de société, des avocats qui vont être aux côtés de victimes de catastrophes, des avocats qui vont faire essayer d'évoluer les mœurs. C'est effectivement un petit peu différent. Alors quels sont aujourd'hui, en dehors de Robert Badinter, d'Henri Leclerc, quels sont les fameux ténors, ceux que vous avez repris pour vos propres plaidoiries? Il y a effectivement différents types de ténors. Maître Leclerc parlait tout à l'heure du travail fait à l'audience. On peut avoir Alors il y a effectivement aujourd'hui un avocat comme Éric Dupond-Moretti qui est le recordman en France des acquittements. Alors on parle de style de plaidoirie. Lui a un style très particulier. Et c'est pas péjoratif de le dire ainsi, mais il a un petit côté qui est dans la proximité immédiate avec les jurés. Alors lui, très clairement, il s'adresse non pas forcément aux magistrats professionnels, mais véritablement aux jurés. Je dirais presque qu'il a un style bourru. Il parle comme s'il était au café du commerce. C'est son style, c'est ce qui le rend si proche des jurés, et c'est ce qui probablement fait une partie de son succès. Mais vous avez aussi des avocats qui plaident plus de manière avec une forme d'élégance. On va citer Maître Kiejman, on peut citer aussi Francis Spinner, qui est un avocat qui a une grande éloquence, qui défend diverses causes. Il y a de grands orateurs aujourd'hui, là, et puis il y a des avocats qui sont plus des techniciens. Oui. Et puis vous avez aussi, il vient de disparaître, Maître Metzner, qui est un grand ténor du barreau, alors qui lui n'était pas un grand plaideur, mais c'était un véritable technicien. Il faisait une plaidoirie presque, et d'ailleurs il le disait, scientifique, presque scientifique, presque mathématique, démonstrative en tout cas. Votre émission m'inquiète en ce qu'elle montre que la condamnation ou l'acquittement ne dépendrait pas de la réalité des faits, mais plutôt de la compétence de l'avocat, nous dit Thierry. Qu'est-ce qu'on a à répondre à ça? Écoutez, ce qu'on peut répondre, c'est que il y a tout de même des juges, il y a tout de même des jurés. Ce qu'il faut, c'est que tout le monde ait un bon avocat. C'est-à-dire que ce qu'il faut absolument, c'est éviter l'erreur judiciaire. Et je dirais qu'il y a deux types d'erreurs judiciaires. Il y a l'erreur judiciaire parce que quelqu'un qui n'a pas commis les faits est condamné. Et il y a l'autre erreur judiciaire qui consiste à ce que quelqu'un qui a commis les faits soit condamné beaucoup plus que sa faute. Et donc l'avocat, il est là pour essayer d'éviter cela. C'est comme ça, ça fait partie de l'ensemble du système. Bon, et aujourd'hui, vous avez quand même un certain nombre d'avocats pénalistes, mais il faut bien dire que la profession d'avocat a aussi aujourd'hui une autre dimension. C'est la dimension de droit des affaires. Il ne faut pas oublier que l'ancien président de la République était avocat. Et nous avons quand même un avocat, ancien premier secrétaire de la conférence, qui est actuellement au ministère, c'est M. Montebourg. Qui lui a été un véritable avocat de terrain avant de faire de la politique. Merci infiniment, Maître Henri Leclerc, de nous avoir, donné un cours d'éloquence judiciaire cet après-midi. C'était vraiment très agréable. Merci, Mathieu Aron. Les grandes plaidoiries des ténors du barreau, quand les mots peuvent tout changer, c'est aux éditions Jacob Duvernay. Vous parlez beaucoup de plaidoiries récentes, vous parlez un peu de plaidoiries anciennes. Si je peux vous donner juste un petit conseil, c'est de faire un 3e tome sur les grandes plaidoiries historiques. Ce serait passionnant. Puis je vais essayer de le suivre. Je vous remercie. À très bientôt. Bonjour Elena Morna. Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors aujourd'hui avec les experts européens, on va s'intéresser à nos parents défaillants. À quel moment faut-il intervenir pour leur proposer de les protéger, de les aider à gérer leurs biens? C'est pas facile. Quels sont les dispositifs mis en place aujourd'hui? On en parle donc avec les experts. Et j'attends de savoir comment ça se passe chez vous. Vous pouvez nous contacter 39 21 34 centimes d'euros la minute ou sur europe1.fr, Franck. Merci beaucoup Elena. Je tenais à remercier, je ne le fais pas assez souvent, Lorena, Marion, Fabrice et Guillaume qui sont là-bas à la régie, et puis des auditeurs du Club européen qui sont avec nous aujourd'hui. Effectivement, les membres du Club européen, c'est Maryse, Brigitte, Hélène, Céline, un public féminin qui assistait. On l'a vu avec attention en régie à toute l'émission. Merci beaucoup, on vous embrasse. Et d'ailleurs, je vous embrasse aussi Franck. Mais oui, à lundi. À lundi sur Europe 1.